Bienvenue dans le premier épisode des Satellites Poulettes. Aujourd'hui, on vous présente notre tout premier épisode lors de notre semaine pilote. Il faut savoir qu'avant de partir un mois sur les routes, on voulait tester le matériel qu'on avait, savoir dans quel matériel il fallait investir. Et c'est pourquoi on est parti une semaine à Lyon à la rencontre tout d'abord d'un restaurant qui s'appelle Semo et qui cuisine majoritairement avec ce qu'il fait pousser dans son potager, Semado, et sinon qui cuisine avec des produits locaux à moins de 100 km du restaurant. Bon, vous allez voir, c'est notre toute première vidéo. Les Satellites Poulettes, c'est aussi vous emmener dans une expérience immersive et voir notre évolution avec nous. Donc on a tourné ce premier épisode avec le matériel qu'on avait et on a pu voir grâce à ce projet pilote qu'il fallait investir dans du matériel pour du son et aussi pour les images. Donc vous allez voir dans les prochains épisodes notre évolution. Vous êtes prêts pour le premier épisode des Satellites Poulettes? Ça y est, on est arrivé à Lyon. Coucou. On a encore le backpack. Voilà. Et la petite valise que je ne monte pas parce qu'elle est beaucoup trop lourde. On a hâte que la semaine passe parce que là on va aller rencontrer des gens passionnants et on va aller tester tout ça. Trop hâte. Premier jour. On est prête, on est en salopette. Ouais, ça se voit pas parce qu'on a des manteaux, mais on vous jure qu'on est en salopette. Et on va rencontrer Guillaume, le gérant du restaurant Semo, qui se trouve à Lyon. Et il va nous emmener dans son exploitation Semado pour qu'on rencontre le chef d'exploitation, Raphaël. Donc là, on part de chez Eva, on va traverser le Rhône, on va se retrouver devant Boulanger, qui est notre meilleur endroit magnifique, où on a acheté le matos. Et hop, on embarque pour 1 heure de voiture. Et la suite là-bas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Petit point dans comme même émotion, Eva. Je me sens fatiguée. En vrai, je me sens fatiguée, excitée, un peu brouillard dans ma tête. Où je me rends pas forcément compte que ça y est, on commence le projet avec la première personne qu'on va rencontrer. Mais tout excitée, hyper curieuse en fait, de voir à quoi ça va ressembler. Bon. Et toi? Alors moi, je suis comme une veille d'examen, un matin d'examen. Donc du coup, j'ai un peu stress, mais du coup, c'est un état un peu particulier. Pas de mauvaise humeur ou quoi que ce soit. Juste, je suis un peu concentrée. Donc je suis un peu en mode automatique. On y va. Est-ce qu'on a bien fait les checklists? Est-ce qu'on a bien tout en tête? Donc moi, pour l'instant, en fait, je suis excitée quand je fais un pas sur le côté en mode ouhou, c'est le projet, c'est le premier jour. Mais en même temps, là, je suis focus. Donc en fait, j'y vais étape par étape. Donc voilà, petit stress, mais c'est cool, c'est un bon stress en vrai. Point rigolo, c'est qu'hier en s'endormant, je pense 20 minutes plus tard, et tout d'un coup ça réveille et me fait trépied. Du coup c'était très drôle, du coup on a eu un petit fou rire à minuit et demi. Et on a le trépied. Voilà. Après un trajet en voiture avec Guillaume qui était adorable et nous avait acheté le petit déjeuner, nous découvrons leur exploitation en permaculture dans le village des Halles dans les monts du Lyonnais. Dessert avec les noms des différents continents, un mode de culture respectant le cycle de la nature, c'est le résultat d'un beau projet entre amis qui a débuté il y a 2 ans et que Guillaume et Raphaël vont vous raconter. Jean-Luc, lui, quand on est arrivé, c'était tout nickel, bien labouré, avec les bâches et tout ça. C'était c'était très très joli, très propre, très jolie exploitation. Du coup, il y avait les grosses bâches pour éviter l'enherbement et t'avais toutes les petites salades, tous les petits trucs d'épinards et machin. Donc c'était un très joli maraîchage, mais qui était pas des plus respectueux de la nature non plus. En termes de quoi? En termes d'intrants qu'ils pouvaient utiliser, en termes de biodiversité, de favoriser aussi justement la faune, la flore, la microbiote et tout. Et je pense que justement il tenait énormément à son terrain et que ça lui a fait lui très bizarre, voire un peu de mal. Et je pense que ça c'est comme quand tu as grandi dans une maison quand tu étais petit, que tu déménages et que les nouveaux repreneurs ont fait des gros travaux et tout, ça c'est un peu bizarre. Moi j'ai pas pu le voir quand on a déménagé. Voilà. Et je pense que c'est exactement ce sentiment. Ils comprennent pas tout, est-ce qu'on fait, ce que Raph fait, mais qu'il y a le côté, il y a une forme de bienveillance qui est là sur le truc de... en fait, il voit l'énergie que met Raph à venir tous les jours, à se buter et tout, et que il y a une espèce de mise à l'effort qu'il respecte. Mais après, il y a eu pas mal de réticences quand on est arrivé avec Raph, même par rapport aux gens du village et tout. Ça a été, je vous disais tout à l'heure que la première année était dure.
du fait qu'on est arrivé, qu'il y avait toute la découverte du monde, vraiment genre d'avoir notre propre terrain agricole et tout. Le fait qu'on ait la boutique aussi à gérer et les gens du village qui ont pas aidé, ça a été... Ils n'ont pas aidé dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils sont pas venus acheter dans la boutique? Exactement. Ils ont arrêté de venir, que du coup ils disaient il y a beaucoup moins de production et de choix que ce qu'il y avait avant, alors que c'était pas le cas parce que quand on est arrivé, Jean-Luc lui avait déjà fait pousser plein de trucs, donc du coup qu'on proposait à l'étalage, plus Raph qui lui avait fait pousser d'autres trucs, donc en gros genre on avait même étoffé la gamme, mais espèce de rumeur comme quoi bah tiens les nouveaux repreneurs, on nous a reproché d'être 2 garçons à la reprise alors que du coup ils auraient préféré que ça soit un homme et une femme. Ah bon? Ah ouais. Donc en fait il y a eu des trucs comme ça qu'on a su par la suite et genre de se dire putain genre il y a, vous l'avez vu, genre dans le village il n'y a rien, il y a justement 2 nouvelles personnes qui arrivent, qui veulent passer du temps au hall, valoriser un petit peu le terrain et tout. Et au final, ouais, ça a été compliqué. Malgré ce début difficile, l'équipe de Semado a réussi à développer une exploitation florissante. Ça va être des haricots, des pois, ça donne de l'azote au sol. Des salades, la jaune pousse, on peut mettre partout aussi, donc à associer avec des courgettes ou avec au pied des tomates, c'est bien. Basilic aussi, c'est pas mal avec les tomates. L'odeur du basilic va repousser les ravageurs. Ok. Normalement. On croit, mais de manière globale, même tout ce qui est aromatique, en général, ça va faire suffisamment en fait d'odeur pour camoufler l'odeur des plantes que nous on veut manger pour les garder. Mais du coup, des fleurs qui sont comestibles ou Tout à fait. Trop bien. On fait d'une pierre deux coups. On mange des fleurs et ça attire les pollinisateurs. La permaculture, un mode de production respectant le dynamisme de la nature et pour lequel on doit faire preuve de créativité pour lutter contre les ravageurs. L'année dernière, j'avais planté là-bas les courgettes, mi-avril je crois, à peu près, hein. Avec l'équipe on a fait ça. Ouais, je pense que j'en ai la moitié qui se sont fait bouffer par les courgettes. Par les limaces et les escargots. Et là, il n'y a rien à faire contre à part les chasser à la main, au ciseau. Ou au ciseau, comme fait C'est la torture. Ah non, c'est pas une torture, c'est d'un coup d'un seul, coupé en 2. Quand on est un bistrot paysan, la chef cuistot peut faire sa liste au Père Noël. Elle voulait l'année dernière les mini courges, les baby boo, machin, Jack B. Little. Tenter des courges aussi un peu. Est-ce qu'elle avait une recette en tête en particulier que vous voulez tester? Ouais, espèce de petit truc farci. Mais au final, genre, elle l'a fait, on en servi quelques assiettes et elle a fait genre, ouais, non. Et t'avais mis des jours et des jours à trouver les semences? Non, t'inquiète pas, non. C'est des jours à la planter et, voilà, et oui. ça. Et des nuits entières. J'ai pas dormi. Caresser les feuilles. Allez, Tu en fais encore des cauchemars. C'est pas grave. Bah non, mais en fait, genre, c'est des trucs aussi de faire des trucs qui sont cohérents par rapport à ce que les gens aiment. Il y a ce qu'on aimerait faire, tu vois, mais c'est comme, en fait, le radis noir, s'il y a une botte par mois, c'est bien. Oui, c'est pas très. Mais le radis noir, genre d'en avoir trop, il y a certains trucs comme ça sert à rien d'en avoir trop. Même les petits radis roses, genre au final, c'est bon, c'est rigolo, mais les radis roses, globalement, t'en fais rien du tout en cuisine. C'est la déco. En fait. Ouais, c'est un légume qui... C'est bon comme ça que t'as une botte à la maison, croque-en-sel, machin, mais que globalement, dans la cuisine, le radis rose... C'est parti maintenant pour l'activité du jour, le débâchage de sève. Aujourd'hui, refaire des bâches. Ça creuse, ça tire, ça joue avec des fils, et tout ça avec la bonne humeur sous la pluie. Place alors au déjeuner sous la serre, c'est tout à fait naturel de se faire filmer en mangeant. Requinqués, nous avons ensuite réalisé notre premier podcast avec Raphaël qui aurait pu être commercial à ses heures perdues. Et juste, on va te poser la question de quel est le dernier plat que tu as mangé dernièrement et qui t'a fait vibrer? Ouf, qui m'a fait vibrer carrément. T'as donné certaines sensations où tu dis waouh, ça c'était hyper bon. Je pense pas avoir les papilles gustatives assez développées, mais globalement, dès que je vais chez Semo, c'est toujours un plaisir, une immense découverte culinaire. Vraiment, c'est toujours aussi bon. On sent le placement de produit, c'est hyper bien. Ça y est, on vient de faire notre première interview podcast dans cette magnifique serre. Et ça, c'est quand même la classe. Tout le monde n'a pas la chance de faire une interview dans cet endroit. C'était trop stylé. Moi, j'avais joué un peu en rouge parce qu'il fait un peu chaud dans une serre, tu vois. Et la GoPro se dit, il fait beaucoup trop chaud, je ne veux pas travailler.
En tout cas, hâte de vous présenter ce premier podcast. Ouais, Il est l'heure de quitter l'exploitation Semado, mais avant de finir la journée, Guillaume a une surprise pour nous. La visite de la distillerie de Pascal Nalin pour sélectionner de bons whisky pour le restaurant. Vous avez bien goûté la Varenne avant de partir. Aujourd'hui, il fait avec nous. Oui, Ah ouais, ça, bon, un petit whisky, hein. un petit whisky. Bon, je comprends, petit whisky. Il boit pas le whisky comme nous. En parlant du restaurant, rendez-vous le lendemain chez Semo après un déjeuner en famille. Après avoir vu l'exploitation, maintenant on va voir où les produits sont mangés et travaillés surtout. Et avant, eh bien, petit déjeuner familial. On va se faire écraser poulette. Ouais. Petit déjeuner familial avec son cousin et sa cousine qui vont bientôt ouvrir une épicerie De produits locaux. Donc Sur voilà. le plateau de la Croix-Rousse. Donc on va manger sur les pentes de Croix-Rousse. On est trop contente. On grimpe. Situé sur les pentes de la Croix-Rousse, rue des Fantasques avec une vue sur les Alpes quand on a de la chance, quand nous poussons les portes du restaurant, nous nous retrouvons dans un cadre chaleureux, floral, couleur ocre-rouille, qui nous rappelle la terre et le monde de l'artisanat. Une décoration réalisée par Lola, architecte et conjointe de Guillaume. Direction la cuisine ouverte avec la chef Fanny et Marianne. J'ai fait une première formation dans un restaurant très traditionnel à côté de chez moi. Qui est où? Qui est à Sorbier, à côté de Saint-Etienne. Ok. Et mais vraiment, c'est vraiment tradi chez tradi. C'est monsieur en salle et madame en cuisine avec les enfants qui couraient dans la cuisine. Moi j'aimais bien l'ambiance. Et après je suis rentrée chez PIC pour faire mon brevet professionnel. J'ai fait mes 2 ans de brevet là-bas. Et après j'ai fait encore un an et demi supplémentaire chez PIC au Gasso. Ils m'ont gardé une fois que j'avais fini mon apprentissage. Et après ça, je suis partie en Australie. Ça fait un peu moins d'1 an, mais j'ai quand même bossé 5 mois à Perth, dans un resto, c'était super intéressant aussi. Pas les mêmes techniques du coup. Pas les mêmes techniques, pas les mêmes ingrédients surtout, donc c'était cool. Après en rentrant, j'ai fait un petit peu de traiteur à Lyon. Pas le même rythme alors pour le traiteur. Non, différent, ouais, mais c'était aussi très intéressant. J'avais envie d'essayer autre chose et c'était l'occasion de le faire. C'était un traiteur, mais ça restait un traiteur où tout était fait maison, donc ça restait quand même très intéressant. Et après, j'ai travaillé dans les mauvaises herbes. J'adore. Je suis restée chef là-bas pendant 1 an. Et après, c'est bon. Un beau parcours pour une chef qui travaille beaucoup le végétal. Et quand on travaille sur des assiettes qui sont quand même un peu plus tournées vers le végétal et que je pense qu'on a vraiment en plus une ambition d'un mieux manger, ben je pense qu'on attire beaucoup plus une clientèle qui a des régimes alimentaires qui sont un petit peu plus soutenus, tu vois, avec des intolérances un peu plus poussées, qui cherchent vraiment des endroits où ils savent ce qu'ils mangent, qui savent ce qu'il y a dans les assiettes et que eux ils se surent plutôt que sans vouloir dénigrer, mais plutôt d'aller peut-être dans des grosses brasseries qui brassent beaucoup, c'est le cas de le dire du coup, où on ne sait pas forcément d'où viennent les choses et s'il y a des produits préfabriqués, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Alors que nous, tout est fait maison, on sait exactement tout ce qu'il y a dans nos assiettes du début à la fin. Donc je pense que pour des gens qui ont des allergies, des intolérances, etc., c'est plus simple. Pour commencer, un bouillon d'épluchure de légumes du potager, puis des œufs mayonnaise à l'ail des ours et œufs de truite. Des endives braisées au jus de pomme avec de la chicorée de Vérone, des kumquats confits au sucre et une sauce gastrique. Tout est pensé pour ne rien gaspiller, comme l'explique Fanny avec leur plat mettant à l'honneur le poireau. C'est des poireaux qu'on fait rôtir entiers et pour ne rien gaspiller, on a fait un gros travail autour de la verre du poireau qui en général est jeté. Ouais. Donc on a fait une fondue de poireau qu'on a fait quasiment totalement avec les verres. Moi je trouve que ça a presque plus de goût que la partie blanche en fait, donc j'aime bien le travailler. Ensuite donc on a les poireaux rôtis, là c'est plutôt la partie blanche et vert clair, celle qu'on connaît. Dessus on rajoute le siphon. Donc ce siphon c'est un siphon qui est fait à base de crème, pommes de terre de notre champ et pomme de Savoie. Et en fait on va venir le mettre sur les poireaux et gratiner avec le chalumeau au moment de l'envoyer pour faire un petit peu plus de gourmandise. Après sur le dessus on utilise aussi ça c'est ce que j'appelle les cendres de poireau. C'est
la partie verte, on la met à sécher dans le four jusqu'à qu'elle devienne un peu brune et très cassante. Et après, ça nous permet de le réduire en poudre et l'utiliser sur le dessus des assiettes avec parcimonie. Ça nous fait un petit goût fumé en plus. Et on a fait aussi une huile verte avec justement la partie verte des poireaux. On a fait infuser l'huile pour pouvoir en avoir et la couleur et le goût. Une fois les plats dressés minutieusement par Fanny et Marianne, place à un autre rôle important dans le restaurant, le service et la présentation des plats en salle par le superbe duo Morgane et Guillaume. Les petits œufs, mayonnaise, avec une mayonnaise à l'ail des ours. Vous allez avoir donc des pickles stuff de truite sur le dessus qui ont été marinés au genépi avec de l'échalote croustillante, mélange d'herbes de notre champ pour l'accompagner avec de la soufirina qui est une cousine de la chicorée, donc un petit peu d'amertume et avec de la moutarde rouge également. Moutarde rouge essentielle pour le champ. Et l'entrée du jour donc avec les carottes multicolores rôties avec une petite ricotta maison. Il va y avoir des noisettes de lin, fleurs de bourrache et pourpier d'hiver. Okay. Ça fait saliver tout ça. Et comme vous pouvez le remarquer, en dégustant les plats, nous pouvons entendre les chefs cuisiner. C'est parce que la salle donne sur la cuisine, ce qui permet d'avoir une totale transparence envers le client. N'est-ce pas Fanny? C'est vrai que c'est agréable d'avoir une cuisine qui soit hyper ouverte et puis de voir aussi, on voit les réactions des clients, on peut saluer les clients qui arrivent. Je pense que pour eux c'est agréable parce que Guillaume avait aussi réfléchi ça de cette façon, c'est que les clients viennent encaisser quasiment juste en face de la cuisine. Donc ça permet aussi, vu que c'est très ouvert, là c'est vraiment pas une petite porte où on passe la tête pour dire bonjour ou pour remercier la cuisine, c'est vraiment complètement ouvert sur la salle. Donc ça permet de pouvoir échanger un petit peu avec eux aussi une fois que le repas est terminé, que ce soit sur le positif ou le négatif. Nous on a plus la possibilité de sortir de la cuisine, comme elle est faite, de pouvoir aller discuter un petit peu avec eux, donc c'est cool. Place à la session podcast avec Guillaume avant de finir ces 48 heures enrichissantes ensemble. On a failli entendre Morgane passer l'aspirateur. Vous allez faire un truc là? Oui, enregistrement du podcast. Ah oui, donc passer l'aspirateur, c'est pas ouf. Non. Bah oui, non, ça peut attendre. Non, Ah mais ça peut faire la musique d'ambiance, hein? Oui, Là, vous bah exactement. Oh merde! Guillaume, t'as pas rangé ça, tu fais chier. Pour venir, tu chantes en même temps, genre tu passes l'aspirateur en chantant, tu vois. C'est une mauvaise idée. Un petit mot pour la fin, Guillaume? Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est hyper fort pour moi, même pour Morgane en salle, mais quand on leur amène les assiettes excellentes propres tomates, genre il y a une fierté. C'est ce que j'allais dire, là quand on te voit, t'as les yeux qui pétillent, t'as le smile. T'es là, là, là tu le vois. C'est ma tomate. C'est les pâtes à tomates. C'est de magnifiques verres d'eau. C'est des pâtes à la tomate. Ouais. C'est ma tomate. Vous voulez en apprendre plus sur ce bistrot paysan Semo? Allez écouter le podcast des Saperlipoulettes et l'interview de Raphaël et Guillaume sur la plateforme de votre choix.